J'ai dans l'actualité, c'est une autre polémique, c'est un livre. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? C'est le titre de ce livre qui est signé du professeur Christian Perron, qui est en direct avec nous sur ce plateau, livre qui paraît chez Albin Michel. On peut le dire, c'est déjà un succès parce qu'il est en rupture de stock quasiment partout alors qu'il est sorti hier. Et vous commencez ce livre en disant « J'aurais aimé ne pas écrire ce livre sur la crise du coronavirus. J'aurais aimé ne pas entendre les idées partielles et partiales du conseil scientifique. J'aurais aimé ne pas assister aux dissimulations, aux atermoiements du gouvernement et j'aurais préféré des actes. » Pourquoi vous l'avez écrit alors? Je l'ai écrit parce que au départ je pensais que tout était bien géré. En janvier, février, je pensais qu'ils allaient assurer. Puis petit à petit, on l'a découvert tous ensemble. Tous les Français l'ont découvert, c'est pas moi tout seul, que finalement, au fil du temps, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait pour les masques, ils n'ont rien fait pour les tests, ils n'ont rien fait pour les traitements. Et ça a duré. Et avec un conseil scientifique qui voulait absolument que tout soit prouvé avant de prendre la moindre décision. Donc on voit le résultat. Mais vous qui êtes médecin, c'est normal quand on est médecin, on veut que les choses soient prouvées avant de prendre des décisions, qu'on n'ait pas envie finalement de faire prendre des risques aux patients. Ben, on ne fait pas prendre des risques. Bon, les masques, c'est pas faire prendre des risques. Il y en a, mais on les avait pas. Il y en avait pas. Mais qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse? Pourquoi? Moi, j'ai signé un rapport quand j'étais président du Haut Conseil de la Santé publique en 2011. Comment gérer les stocks de masques? C'est public, ça n'a pas été suivi. C'est pas de ma faute s'il n'y avait pas de masques, mais c'est une honte que tous ces stocks d'État aient disparu. Ça, c'est pas. Mais c'est pas la faute de ce gouvernement. Non, c'était déjà, mais et le gouvernement, il était là déjà en place depuis un certain temps. Jérôme Salomon, qui avait à l'époque participé à la suppression du stock de masques, pourquoi il l'a pas fait? Bon, c'est vrai qu'ils en ont commandé l'année dernière, mais c'était totalement insuffisant pour gérer une crise comme celle-là. Les tests, l'Allemagne, dès le 15 janvier, le gouvernement allemand, avec un virologue de Berlin, ils avaient reçu le virus de Chine, ils ont mis au point des tests diagnostiques par PCR, ce fameux test qu'on fait dans le nez. C'était envoyé, la recette était envoyée à tous les laboratoires d'Allemagne, publics, privés, vétérinaires, recherche. Ils ont dit, voilà la recette, comme Cyril Lignac, voilà la recette pour faire la PCR, vous la faites et vous testez tout le monde et on va valider en cours de route. Aujourd'hui en France, comme tout doit être validé, homologué, passé par toutes les normes, aujourd'hui en mois de juin, alors que l'épidémie est quasiment terminée pour l'instant, bon j'espère qu'elle ne reviendra pas, il y a toujours des laboratoires qui n'ont pas le droit de, alors qu'ils ont des tests qui marchent, ils n'ont pas le droit de les faire. Et puis le traitement, on dit, parce que je répondrai à Monsieur Deray. Et on va l'écouter de toute façon. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas facile d'arriver, excusez-moi, parce que c'est ce qu'on vous reproche beaucoup aussi, c'est ce que j'entends dans les médias, parce que votre livre fait énormément polémique depuis quelques jours. Est-ce que c'est pas facile d'arriver en disant ah ouais mais on a mal fait? Est-ce que vous n'avez pas le beau rôle au fond? Est-ce que quelqu'un aurait pu faire mieux? Je n'ai pas le beau rôle parce que d'abord, j'ai la compétence de gérer les crises sanitaires pendant 15 ans avec plusieurs gouvernements de droite et de gauche. Donc je connais le système de l'intérieur. Et si vous vous rappelez, j'ai jamais changé de ligne depuis le début. J'ai pas dit c'est une grippette, on s'en fiche. J'ai pas dit il va y avoir 1 million de morts. J'ai regardé ce qui se passait en Chine et dès le début j'ai dit fort heureusement la mortalité globale va rester très faible et ça s'est confirmé. Mais malheureusement il y aura beaucoup de morts chez les personnes fragiles, les personnes âgées qui ont été abandonnées dans les EHPAD. Et j'ai pas changé de ligne depuis le début. Dès le début. Mais dire il fallait des masques, il fallait des tests, oui, mais tout le monde le sait. Mais juste on n'en avait pas. L'hydroxychloroquine sur ce plateau, je l'ai dit au début de l'épidémie. Et je me souviens, vous étiez surpris quand j'avais dit ça. J'avais dit il faut faire des stocks comme ont fait certains pays en urgence, même si on n'a pas encore la preuve formelle. De toute façon, c'est un produit qui n'est pas toxique et commercialisé depuis des décennies. Et il faut traiter, sinon il y aura des milliers de morts injustifiés. À l'époque, il y avait quand même plus de 500 morts tous les jours. Et on dit ah oui, on va attendre une étude qui arrivera à la. Mais même aujourd'hui, l'OMS arrête les essais avec l'hydroxychloroquine. Oui, mais l'OMS, là, c'est une attitude qui est très bizarre en ce moment sur les. Oui, vous êtes pas le seul à avoir raison face à tout le monde. Non, mais regardez, bon, on m'aurait dit, regardez, les plus grands journaux scientifiques du monde disent que la chloroquine, ça marche pas. Regardez, l'autre jour, les plus grands journaux du monde se sont écroulés. Ils ont même reconnu qu'ils avaient publié des articles falsifiés et que. The Lancet en particulier. Oui, et même le New England Journal of Medicine aussi a rétracté. Le British Medical Journal n'a pas rétracté, mais si vous regardez leurs études, elles sont nulles. Le JAMA, tous les grands journaux médicaux ont publié des choses honteuses pour déglinguer la chloroquine. Écoutez Gilbert Deray, donc il était chez nos confrères de C'est à vous, il parle justement de l'hydroxychloroquine et il dit que c'est infamant de dire que les médecins qui n'ont pas prescrit de l'hydroxychloroquine sont des criminels. Écoutez. Dire que les médecins, les milliers, les millions de médecins dans le monde n'ont pas prescrit d'hydroxychloroquine et donc sont des criminels, c'est juste extraordinairement incroyable et infamant.
des médecins généralistes, des réanimateurs, des infectiologues, le monde entier. Là, il pense aux autorités de santé essentiellement, aux scientifiques. Oui, mais il s'adresse au monde. Attention, la pandémie, elle ne s'arrête pas à l'Hexagone. Il y a des Italiens qui n'ont pas prescrit, il y a des Espagnols qui n'ont pas prescrit. Je peux vous faire le monde entier. Ces gens-là seraient des criminels. C'est franchement, ça me met en colère. Quant aux chiffres tout à fait fantaisistes qui sont cités, qu'on aurait sauvé 25 000 personnes sur 30 000 si on avait donné de la chloroquine. Encore faudrait-il que ce médicament soit efficace, et à ce jour, on attend toujours la démonstration. Et que même en supposant qu'on démontre demain, ce qui est loin d'être le cas, qu'il soit efficace sur certains patients, d'où sort ce chiffre de 25 000 ? Professeur Perron, vous avez entendu la colère. D'où sort ce chiffre de 25 000 ? Oui, je vais vous le dire, mais d'abord, je voudrais dire que M. Deray a des propos totalement diffamatoires. Il n'a pas lu mon livre. J'ai jamais reproché quoi que ce soit aux médecins. Je n'ai fait que leur rendre hommage en disant qu'on les avait laissés à poil face à la crise. Et la France est le seul pays au monde où on a interdit aux médecins de prescrire la chloroquine. Et quand il dit que la preuve de la chloroquine n'est pas apportée, elle est apportée de façon formelle. Il y a une étude randomisée en Chine qui l'a montré. Il y a l'étude de Raoult, il va publier sur 3700 malades, c'est démontré. Il n'y a pas besoin d'un placebo. Quand on me dit, ouais, l'étude n'a pas été faite selon les canons de la science, l'OMS, depuis des années, a publié des recommandations comment mener une étude scientifique et quand est-ce que c'est éthique d'utiliser un placebo. Donc, M. Deray devrait lire les recommandations de l'OMS. C'était pas éthique d'utiliser un placebo quand on avait un traitement qui marchait. Il dit que vous insultez les médecins. Mais j'insulte pas les médecins. J'ai dit les pauvres, on les a empêchés de traiter. Au contraire, j'ai passé mon temps à rendre hommage aux médecins généralistes et qui regardent. Les chiffres sont fantaisistes, d'accord? Regardez tous les pays qui ont prescrit massivement l'hydroxychloroquine, la mortalité, elle est extrêmement faible. Comparez rien que le Portugal et l'Espagne, ils sont très proches. Le Portugal, dès le début, a dit aux médecins, allez-y, traitez tout le monde dès le début de la pneumonie. Ils ont très peu de morts. Ils ont une létalité, c'est-à-dire un chiffre sur le nombre de morts sur le nombre de cas, qui est inférieur à 5%. En France, on est proche de 20%. L'Espagne aussi, il y a un chiffre. De toute façon, maintenant, on est les champions du monde de la létalité. C'est pas moi qui dis. Il dit que j'invente les chiffres. Mais Ah oui, alors c'est ce chiffre de 25 000 qui l'énerve. Il dit que c'est honteux. Il dit que c'est honteux de dire aux familles, on aurait pu sauver ces gens qui sont morts. Je l'ai pas dit aujourd'hui, je l'ai déjà dit il y a plusieurs semaines, y compris sur ce plateau, mais on m'a pas écouté. Quand vous comprenez ce que peuvent ressentir les familles aujourd'hui quand elles vous entendent, quand elles lisent où on dit on aurait pu sauver ces gens-là. Je suis en colère comme ma famille. Moi, j'ai perdu mon beau-frère parce qu'il était hospitalisé à Nantes. Il était âgé, certes, il avait besoin d'un peu d'oxygène, il aurait pu être sauvé par le traitement. Eh bien, les jeunes médecins du service, c'était au téléphone, je pouvais pas me déplacer, il y avait le confinement, m'ont dit on a interdiction de prescrire parce que le CHU de Nantes, le service d'infectiologie, a dit à toute la région qu'il fallait pas donner. Donc, ils ont laissé crever mon beau-frère comme ça. Donc je suis en colère, comme toutes les familles. Vous vous rendez compte de ce que vous dites, hein? Ils ont laissé crever mon beau-frère. Bien sûr. Du Doliprane. Et après, quand le gouvernement sort un arrêté pour dire vous avez le droit de faire le Rivotril intraveineux pour raccourcir la souffrance des malades. Donc on a encouragé. Je suis pour les soins palliatifs quand c'est désespéré. Je suis pas contre les soins palliatifs de façon globale. Mais là, on a quand même fait un arrêté quasiment à 24 heures d'intervalle pour interdire le seul traitement qui marche et pour encourager l'injection intraveineuse de Rivotril. C'est quand même très grave. Et ça, c'est pas moi, c'est prouvé. Alors, quand vous dites ils ont laissé crever mon beau-frère, c'est qui ils? Les médecins de l'hôpital. Ils l'ont pas soigné parce qu'ils l'ont. Vous savez que c'est passible de diffamation, hein, ce que vous dites quand même. Parce que dire de médecins, ils ont laissé crever mon beau-frère, c'est passible de diffamation. Non, parce qu'ils n'ont pas traité. Ils ont refusé un traitement. Et maintenant, ce traitement, c'est... Donc vous vous en prenez aux médecins aussi. Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit, je m'en prends pas aux médecins. Là, quand vous dites ça, vous vous en prenez aux médecins. Je m'en prends aux médecins, c'est pas de leur faute à eux. Ils ont suivi les recommandations. Moi, je peux dire que les médecins dans l'hôpital, ils ont raconté à ma sœur qu'ils n'avaient pas le droit de prescrire parce qu'il fallait soi-disant une autorisation de l'ARS, l'agence du médicament, alors que il y avait le décret chloroquine à l'époque, on avait le droit de prescrire aux personnes hospitalisées qui avaient besoin d'oxygène. Donc il était parfaitement dans les clous du décret. Donc on aurait dû lui prescrire et on ne l'a pas fait. Alors pourquoi on l'a pas fait? Parce qu'ils sont nuls? Non, ils sont pas nuls, ils ont été sous influence de gens. Là, c'était en l'occurrence ce qu'ont raconté les médecins à ma sœur, c'est qu'il y avait dans la région, on leur avait dit qu'il fallait pas prescrire. C'est tout. Mais qui s'est planté? Parce que dans votre livre, vous dites aussi j'ai honte pour mon pays. Oui. Pourquoi vous avez honte? Parce qu'on a la létalité qui est la pire au monde. C'est ça qui est quand même choquant. Regardez même le Maroc. Moi, j'ai une amie marocaine qui est prof à Casa. Ils ont très peu de morts. Ils ont tout bien géré en Algérie, au Portugal, dans les pays de l'Est, en Russie. La Russie était très mal partie, hein. Mais après, les autorités russes ont pris contact avec les Chinois. Là, j'ai eu un témoignage récent de quelqu'un hospitalisé à Moscou. Dès que vous arrivez, vous avez l'hydroxychloroquine, l'azithromycine. D'un seul coup, la mortalité a chuté. En Italie, ils étaient très mal partis. Ils étaient bien au-dessus de nous en mortalité.
quand le gouvernement italien, très tôt au milieu de l'épidémie, a dit aux médecins généralistes, allez-y, vous pouvez prescrire la chloroquine, le taux d'hospitalisation a chuté. Alors je sais qu'il y a une publication qui est en cours, qui n'est toujours pas publié, mais les médecins italiens vont... Mais vous ne pensez pas que c'est aussi la responsabilité des médecins d'attendre qu'il y ait des faits, qu'il y ait des éléments concrets avant de prescrire des médicaments? On a vu cette polémique sur les plateaux télé à l'hydroxychloroquine, il y avait les pour, il y avait les contre. On peut comprendre que les médecins soient prudents et se disent mais on ne sait pas, parce que l'étude de Lancet aujourd'hui, on sait qu'elle était plutôt bidon quand même, mais quand elle est sortie, ça a été un choc. On a dit ça augmente même la mortalité, c'était ce qu'il y avait dans cette étude. Mais il suffisait de lire l'étude pour au bout de 5 minutes voir que ça ne pouvait pas coller dans le chiffre. Bon, c'est comme ça. Enfin, comment les gens du Lancet ont pu la publier? Si vous me dites, non, mais si vous me dites, il suffit de la lire et pour s'apercevoir que c'est bidon, comment est-ce possible? Ce qui me surprend, c'est que le rédacteur en chef du Lancet, Richard Horton, comme d'ailleurs des rédacteurs en chef du New England Journal qui ont démissionné pour ça, qui ont fait des éditoriaux à l'époque dans le New York Times, tous les deux, tous les trois, il y en a plusieurs, ont dit ces journaux, on est infiltrés par l'industrie qui nous fait passer des papiers qui sont pas bons, c'est eux-mêmes qui l'ont écrit. Et j'étais même étonné quand Richard Horton a poussé son coup de gueule et a écrit ce pamphlet, c'était en 2016, il est toujours rédacteur en chef. Donc c'est un peu surprenant qu'il crache dans la soupe et après il continue à manger la soupe. En France, on avait un conseil scientifique. C'est lui qui a géré la crise. Ce conseil scientifique, il était infiltré par les laboratoires pharmaceutiques? Il suffit de regarder pas tout le monde, il y en a mais certains qui ont touché beaucoup d'argent de l'industrie, c'est public. Vous allez sur Transparence Santé. Certains membres du conseil scientifique qui étaient en France ont touché de l'argent des laboratoires. C'est public, ils ont leur déclaration d'intérêt qui est publique. Moi je suis pas contre que des gens travaillent pour l'industrie, touchent de l'argent, parce que l'industrie a besoin d'experts. Ce qui est pas normal, c'est quand quelqu'un touche de l'argent, ça s'appelle un lien d'intérêt, participe dans un groupe, une agence quelconque publique pour prendre des décisions de santé. Mais ils étaient achetés ces gens-là? Acheter, les tarifs sont marqués sur leur déclaration. Mais ils étaient achetés? Ça s'appelle comment? Mais c'est super grave, ça aussi. Mais c'est pas grave, ça s'appelle un conflit d'intérêt. Oui, oui, donc c'est grave, parce qu'il s'agit de notre santé. On parle pas de contrat, là. On parle de la vie des gens. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est public. J'ai pas inventé tout ça, il y a des faits. Et vous n'avez jamais touché d'argent? Il y a longtemps, j'ai travaillé un peu pour l'industrie, après j'ai arrêté, parce que quand j'ai eu mes positions officielles, pendant 15 ans j'ai présidé le comité technique des vaccinations, j'ai eu beaucoup de propositions des fabricants de vaccins. Si j'avais voulu me faire de l'argent, je serais très, très riche aujourd'hui. Bien entendu, j'ai refusé. On peut pas mélanger. Ou alors j'aurais pu pas participer aux travaux du Haut Conseil. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème là structurel, j'ai envie de dire, chez les médecins et du Conseil d'ordre? On ne devrait pas autoriser, au fond, l'industrie pharmaceutique à verser de l'argent aux médecins. Je raconte pas des sornettes. Le Haut Conseil de la Santé publique, j'étais président pendant 15 ans. Avant, ça s'appelait pas comme ça, mais ça, c'est pareil. À chaque réunion, le président doit demander est-ce qu'il y a dans la salle des gens qui ont un lien d'intérêt avec l'industrie? Ça doit être écrit au rapport. S'il y a un lien d'intérêt majeur, la personne est exclue de la discussion, ne participe pas au vote, et ça doit être écrit. Si vous regardez les 2 rapports du Haut Conseil qui ont été rendus publics, normalement c'est écrit en bas, nombre de votants, il n'y a rien marqué, personne n'a voté. Donc à mon avis c'était une réunion, et c'est marqué rapport fait par un groupe de travail où il y a des membres qui ne sont pas du Haut Conseil. C'est écrit en toutes lettres, c'est pas moi qui invente. Donc les procédures de gestion des conflits d'intérêts qui sont écrites dans le règlement du Haut Conseil de la Santé publique n'ont pas été respectées. Et ça a été envoyé comme ça au gouvernement à la va-vite, et le gouvernement a pris des arrêtés ou des décrets, je ne sais plus, sur ces avis. Voilà, tout ce que je raconte est public. On va réécouter un extrait de Gilbert Deray, encore dans C'est à vous, qui réagissait aussi à votre livre, à ce que vous écrivez justement. Il y a toujours eu des collaborations entre l'industrie pharmaceutique et le corps médical, toujours. Alors c'est compliqué, on va pas le faire, des liens d'intérêt, des conflits d'intérêt. Le lien d'intérêt, c'est quand l'industrie finance vos travaux de recherche. Il y en a toujours eu. Donc d'abord, inférer qu'un médecin, parce qu'il travaille avec un laboratoire, va laisser des gens mourir, c'est du grand n'importe quoi. Ce serait risible si c'était pas si grave. Donc moi, je vous dis à ceux qui m'écoutent et qui ont perdu un proche en plus, c'est honteux ce qui est en train de vous être dit. C'est pas vrai. Je ne crois pas un instant que ceux qui sont cités dans le livre se comportent comme ça. Je ne le crois pas un instant, c'est de la diffamation. Non. Donc M. Deray fait de la diffamation, parce que je suis désolé, c'est écrit dans tous les règlements des agences, à la Haute Autorité de Santé, au Conseil de la Santé publique. Si vous avez un conflit d'intérêt majeur avec le sujet de l'ordre du jour, vous ne devez pas participer à la discussion, vous ne devez pas voter. Ça n'a pas été respecté. C'est de la loi, c'est du règlement, c'est pas moi. Et toutes ces lois sur la loi Bertrand, après l'affaire du Mediator, c'est très strict. Je peux vous dire, normalement, toutes les réunions du Haut Conseil sont enregistrées.
depuis l'affaire du Mediator. Il y a un rapport qui est tapé à la machine par une secrétaire qui est présente. Alors, le compte rendu le rapport officiel est public, le compte rendu de séance n'est pas public, mais il est gardé en réserve. Il peut être obtenu par tout Français via ce qu'on appelle la CADA, la Commission d'accès aux documents administratifs. Donc vous dites, ces gens-là, pour des raisons financières, ont laissé mourir des patients? Ils n'ont pas laissé mourir, ils ont pris des décisions qui ont provoqué la mort de patients. C'est la conséquence. Je dis pas rien, moi je suis très triste, c'est pour ça que je suis en colère. C'est pas quelque chose que j'invente comme ça. Mais comment on a pu laisser faire ça? Il n'y a pas des autorités, il n'y a pas des réglementations, il n'y a pas d'encadrement. Mais normalement, le ministère aurait dû vérifier que quand Olivier Véran a reçu l'avis du Conseil de la santé publique, il aurait dû vérifier que la procédure avait été respectée, que cet avis était fait selon les règles normales. Ça n'a pas été fait. C'est pas moi qu'il faut attaquer. Donc c'est la faute d'Olivier Véran? Il aurait pu vérifier que ses services, comme c'est leur boulot. Moi, j'ai fait ça tous les jours pendant des années, de vérifier que toutes les procédures étaient respectées. Vous savez, quand j'ai géré des crises où on accusait les vaccins quelquefois de choses un peu loufoques, il y avait des crises médiatiques là-dessus. On pouvait pas se permettre comme ça de laisser des gens discuter. Moi, je sais que dans le Conseil de la santé publique, il y avait des gens qui avaient des conflits d'intérêts majeurs avec l'industrie pharmaceutique du vaccin. Quelquefois, c'était sportif, mais je les ai mis dehors de la salle. Et physiquement? Oui, physiquement, parce qu'ils voulaient plus, c'est des gens qui étaient plus âgés que moi, qui étaient autorités sur moi pour d'autres. Mais j'ai jamais cédé. Parce on n'a pas le droit de jouer comme ça avec des décisions de santé publique. Donc vous nous dites que le conseil scientifique aujourd'hui était infiltré par des gens qui avaient des liens. Non, c'est pour ça que j'ai pas dit pas tous. J'ai dit infiltré par certaines personnes qui avaient des liens avec l'industrie pharmaceutique et ça leur a empêché de prendre les bonnes décisions. Et le fait de ne pas prendre les bonnes décisions a provoqué la mort de milliers de personnes. Vous confirmez ça? Je confirme que normalement ces personnes auraient dû ne pas siéger dans une commission. C'est tout. Après les conséquences, c'est pas moi de juger. Je pense qu'il y a des commissions d'enquête parlementaire, etc. Mais je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises où les gens n'auraient pas dû participer à la décision, c'est tout. Mais si les choses sont aussi claires que ce que vous nous expliquez, comment vous expliquez que votre livre aujourd'hui est en train de créer une polémique? Parce que vous êtes un lanceur d'alerte en fait? Oui, parce que pour employer un mot un peu à la mode. Contrairement à ce que dit Monsieur Deray, je peux dire, je reçois tous les jours des messages de remerciements de tous les médecins de terrain qui se reconnaissent totalement dans ce que je dis. C'est un petit nombre de médecins dans les sociétés savantes qui sont un peu partout dans les commissions qui ont géré ça. Et c'est pas l'ensemble des médecins. Moi, je me sens insulté quand Monsieur Deray dit que j'attaque les médecins, alors que, au contraire, j'ai un grand respect pour ce qu'ils ont fait pendant la crise. Ils ont été fantastiques et on les a laissés. Et les peu qu'on traitait avec l'azithromycine, parce que ça marche aussi quand on la donne toute seule, ont été même menacés par le Conseil de l'ordre des médecins et menacés de radiation. Mais pourquoi? C'est ce qu'on a du mal à comprendre dans cette histoire. Voilà, c'est la question que je pose. C'est la question que je pose. Et vous n'avez pas la réponse? Je l'attends. Parce qu'il y a des intérêts financiers, parce que c'est des produits qui sont pas assez chers pour l'industrie pharmaceutique, parce que ça a été évoqué ça aussi. On a dit en fait ces produits-là sont pas assez chers, ça coûte quelques euros, je crois, vous connaissez mieux les prix que moi. Et donc c'est pas assez cher et ça intéresse pas l'industrie pharmaceutique. C'est ça le fond du problème. Oui, c'est un problème qu'on a discuté longtemps au sein du Conseil de la santé publique pour d'autres sujets, parce que quelquefois des médicaments pas chers ont été retirés du marché en rupture de stock. On ne peut pas financer aujourd'hui une étude sur des médicaments pas chers. Ça n'intéresse personne. Les fonds publics pour faire la recherche, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a que Big Pharma qui peut financer des très grandes études. Et évidemment, ils ne vont pas investir sur un médicament qui vaut rien. Le Remdesivir, qui est comme le concurrent de la chloroquine, il y a des grandes études qui ont montré que ça n'avait aucun impact sur la mortalité. L'action de Gilead s'est cassé la figure. Le lendemain, Gilead dit si c'est très bien parce que d'accord, ça marche pas sur la mortalité. Sous-entendu, la mortalité c'est un détail. Bon, c'est eux qui le disent. Mais ça marche. C'est très intéressant parce que ça raccourcit les symptômes de ceux qui sont pas morts d'une journée et demie. À $800 la dose, uniquement par voie intraveineuse. Et vous avez vu l'action de Gilead qui a remonté. Maintenant, Gilead, alors qu'ils ont des données qui sont pourries, dépose un dossier à l'Agence du médicament européenne pour avoir une autorisation de mise sur le marché. Mais on hallucine, quoi. Et pendant ce temps-là, tout le monde essaie de déglinguer la chloroquine, alors qu'il y a maintenant la démonstration mondiale que tous les gens qui ont utilisé massivement la chloroquine, ça a marché partout dans le monde, sauf en Europe de l'Ouest et aux États-Unis. Moi, pourtant, je suis pas un Trumpiste, mais regardez si Trump avait pas un peu tordu le bras de certaines agences qui sont sous l'influence de l'industrie aussi, il a permis au moins que la moitié des médecins américains prescrivent la chloroquine et du coup ils ont un taux de létalité qui est de l'ordre de 6%, qui est beaucoup plus faible qu'en France. Vous l'avez compris, le livre est explosif, il fait beaucoup parler.